Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel en HTML CSS. Nous allons aborder ensemble la notion d'accessibilité sur le web, une vidéo qui est très importante mine de rien et qui va concerner bien sûr l'ensemble des développeurs que vous êtes, développeurs web, qui vont utiliser ces deux langages pour la réalisation d'applications ou de sites web. On va insister sur quelques notions théoriques qui sont très importantes et je vais vous montrer bien évidemment avec quelques cas pratiques comment mettre en œuvre certaines solutions pour rendre accessible tout ce que vous développez bien sûr avec ces différentes technologies. Alors, pour cela on passera donc sur un exemple de page et vous verrez je mettrai à jour un petit peu avec d'autres contenus que j'ai préparés histoire de gagner un petit peu de temps sur la vidéo, qu'on verra un petit peu ensemble. L'accessibilité, parce que c'est peut-être pas forcément parlant pour tout le monde, c'est évidemment le fait de rendre l'information accessible, disponible pour l'ensemble des utilisateurs, quels que soient bien sûr les handicaps qu'ils peuvent avoir. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent souffrir de handicaps moteurs, au niveau des troubles au niveau de l'audition, au niveau de la vue, et on va à ce moment-là adapter le contenu qu'on veut fournir sur ces différents sites à l'ensemble de ces utilisateurs également, qui ne soient pas en fait exclus finalement par rapport à l'information que l'on souhaite transmettre et que l'on souhaite distribuer. Pour ça, il y a tout un tas d'outils liés donc des technologies qui sont directement rattachées aux technologies web pour ce faire, qui sont donc inscrits dans les standards, donc notamment le standard W3C, W3, dont on a souvent fait référence, le consortium au niveau de tout ce qui entoure le web. J'en ai souvent parlé au cours de la formation HTML CSS, et on retrouve tout ce qui est propre à l'accessibilité également. Donc le but, c'est de rendre l'information accessible partout, mais ça peut aussi concerner tout ce qui est lié au support. Par exemple, vous pourriez tous avoir besoin à un moment donné d'utiliser un ordinateur, c'est plutôt un support mobile, d'accord, où forcément la plateforme, le support est déjà différent d'un ordinateur. On peut aussi se retrouver dans des situations avec des connexions internet, donc des débits internet qui ne sont pas forcément ceux qu'on peut avoir sur des grosses connexions. Encore une fois, ça va dépendre des pays. Donc on doit prendre au sérieux finalement ce principe d'accessibilité, et qui peut, pareil, selon certains pays, ça c'est à vous de vous renseigner, qui peut même faire partie directement, être inscrit dans les lois de votre pays, pour pouvoir bien sûr mettre à disposition de l'utilisateur, quel qu'il soit, les informations de votre application que vous proposez tout simplement sur votre site, par exemple. Voilà. Alors, pour voir un petit peu tout ça, on va voir ça en plusieurs parties. La vidéo aura quand même pas mal, on va dire un ensemble de quelques chapitres, mais qui sont très importants. On va aller finalement sur les choses, on va dire, qui me semblent les plus essentielles, qui sont surtout qui peuvent rapidement être mises en place. D'accord, il y a des solutions très simples à mettre en place, et d'autres qui seront d'un aspect un peu plus technique, pas forcément obligatoire dans le sens où il faut déjà penser en amont au premier cas dont je vais vous parler, et après on entrera un peu plus dans le détail pour la suite et pour finalement le reste de la vidéo. Alors en premier, on va s'intéresser à la sémantique finalement, c'est-à-dire la structure de vos documents, donc en l'occurrence HTML. D'accord, on va s'occuper d'abord de ça, du fond, on s'occupera de la forme par la suite, et on verra un petit peu ce qui concerne les médias, ce qui concerne notamment les supports mobiles, et comment on peut justement fournir cette accessibilité avec ce que l'on développe. HTML, on en a pas mal parlé, notamment lors du cours, le cours HTML et CSS que j'ai proposé sur la chaîne. J'ai souvent donc donné quelques petites astuces, quelques conseils dans la manière d'écrire vos pages. Je vous ai même expliqué qu'il pouvait sembler être simple, finalement facile d'apprendre le HTML CSS, parce qu'il est très accessible pour le coup pour les développeurs de faire des pages web. Pour autant, de bien le faire, c'est déjà différent, et on a souvent pas mal d'erreurs qui vont pas être des erreurs dites fonctionnelles, mais qui vont être des erreurs ensuite au niveau sémantique, et qui bien sûr peuvent ternir finalement ce côté accessibilité de vos différentes pages web. Alors prenons des exemples très simples, et je ferai peut-être des fois quelques rappels, c'est-à-dire que vous allez peut-être entendre des choses que vous aurez peut-être déjà entendues en amont dans le cours en lui-même, sur lesquelles je vais revenir ici, et bien sûr on va aller un petit peu plus loin que ce que j'avais abordé directement dans le cours précisément. Si on se base sur les différents exemples, alors on va revenir sur, on va aller directement d'ailleurs sur le fichier ici, donc on va s'occuper surtout de HTML. Bon, ne faites pas attention à ce qui est en commentaire, c'est pour d'autres exemples que je vais aborder plus tard. Donc là un exemple tout simple, titre, etc. Pas se prendre la tête. Alors pour des raisons évidentes, j'ai légèrement zoomé ici la page, elle est à 150%, donc ne faites pas trop attention, normalement en taille 100%, vous devriez avoir un affichage comme ça, mais pour que ce soit évidemment plus lisible pour vous au niveau de la vidéo, j'ai légèrement agrandi. Donc on ne tiendra pas rigueur de ça par rapport aux explications que je vais donner par la suite. Alors, il y a des solutions très simples, encore une fois, à mettre en place. Première, on va dire, évidence, et c'est aussi pour ça que vous avez, je pense pour la plupart, suivi un cours
justement le cours HTML CSS, c'est le fait d'apprendre à utiliser les différentes balises. Vous avez appris différentes balises en HTML et je vous ai expliqué un petit peu le rôle de chacune, leur fonctionnement, même les différents types de balises qu'on retrouve en HTML et comment un petit peu les utiliser. Donc on va bien évidemment, première chose à faire et sur laquelle il faut s'attarder, c'est du bon usage des balises que vous allez utiliser pour respecter la sémantique en fait de vos pages HTML. La sémantique est un terme aussi qui est un peu technique, qui peut peut-être dérouter quelques personnes. C'est simplement le fait de donner du sens, et je l'avais déjà dit aussi ça, au niveau de votre page. C'est-à-dire que vous avez ici la structure de votre document, et les balises que vous utilisez en fait donnent du sens à ce que vous écrivez. C'est-à-dire que si par exemple ici je m'amuse simplement à écrire ceci, certes l'information est bien disponible, elle est bien inscrite dans mon document HTML, mais en soi, je ne sais pas en fait à quoi fait référence cette portion de texte, d'accord, dans quel contexte, quel thème éventuellement, quel sujet, et donc ça ne lui donne pas de sens, d'accord, elle va se mêler éventuellement au reste, et si j'enlevais toutes les balises, tout serait mélangé sans forcément donner une sémantique, d'accord, inscrire une sémantique dans tout ce qui est indiqué dans le document. Le fait d'utiliser ces fameuses balises H1, par exemple, donc on a déjà vu bien sûr dans le cours, c'est d'indiquer, donner du sens précisément, une sémantique au texte, pour indiquer ici que nous avons un titre, et nous avons d'ailleurs le titre de plus haut niveau, donc le premier qui est H1 justement, au niveau de ce texte-là. Et là, ça donne déjà un sens différent à ce que nous avons. Ici, on comprend qu'on a un paragraphe, on en a un deuxième, et ainsi de suite, donc ça c'est très important aussi, et on verra par la suite d'autres petites choses. Voilà, chaque balise, bien sûr, a un rôle particulier, ne peut pas être utilisée n'importe comment, et c'est la première chose sur laquelle vous pouvez faire attention. Donc le fait déjà d'avoir appris à bien concevoir des pages web est une première étape finalement à l'accessibilité, au respect en fait de l'accessibilité au niveau de vos pages pour l'ensemble de vos utilisateurs. Donc il ne faut absolument pas le négliger, et il faut bien sûr prendre le temps d'être assez rigoureux à ce niveau-là, assez attentif pour bien réaliser les choses. Voilà, alors ça c'est le premier petit point très simple sur... on va dire quelque chose que vous pouvez appliquer très facilement à ce niveau-là et au niveau de vos pages. Ce qu'on va également voir, c'est, alors ça c'est plus ma petite parenthèse, mon petit point à moi, ça semble logique aussi, mais c'est bien je trouve de le citer, notamment le soin que vous allez apporter à l'écriture. Alors en soi, c'est pas on va dire un aspect technique à proprement parler, mais bien évidemment si vous écrivez avec une orthographe correcte, d'accord, avec des phrases qui sont les plus claires possibles, bien sûr, ne pas perdre votre lectorat, bien sûr vous rendez le contenu que vous proposez plus accessible, et sans rentrer dans tout ce qui concerne la forme, d'accord, du contenu, ça on le verra un petit peu après avec CSS. Voilà, la structure est importante aussi. Imaginez de lire un texte bourré de fautes d'orthographe avec plein d'erreurs partout, c'est forcément, ça dénature déjà le texte, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'efforts à relire, et forcément, pareil, en termes d'accessibilité, y compris à la rigueur pour des utilisateurs qui ne souffrent pas d'un handicap en particulier, ça peut devenir gênant pour eux aussi. Donc ça devient gênant à ce moment-là pour 100% de votre lectorat, et automatiquement de vos lecteurs, et automatiquement ça pose quand même beaucoup de soucis à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a abordé un petit peu ces différents points, on peut bien sûr revenir sur d'autres petites choses, d'accord, en particulier, et on va s'attarder un peu plus sur ce qu'on avait vu. Alors, l'usage de bonnes balises, ça peut être tout simplement, par exemple, de la mise en évidence de texte aussi. Le fait, par exemple, là j'ai un grand paragraphe, alors avec un texte d'exemple, puisque c'est fait rapidement pour la vidéo, donne finalement un paragraphe, d'accord, sans vous voyez aucune partie mise en évidence, qui doit interpeller le lecteur. On a quelque chose écrit tel quel, sans appréciation particulière. Si on veut mettre une partie en évidence, vous avez appris l'utilisation de certaines balises pour le faire. Donc on pourrait par exemple estimer que ici nous avons une partie qui a son importance et la faire automatiquement, alors même des balises EM éventuellement, pour faire une emphase, et on peut par exemple utiliser ce format là. Donc je rappelle qu'il ne s'agit pas de faire de la mise en forme, c'est vraiment, pour le coup on est juste sur la sémantique, et là automatiquement on donne de l'importance à cette portion de texte. Donc on donne du sens, encore une fois, on ajoute de la sémantique au contenu qu'on écrit. Donc toujours penser à savoir qu'il y a plein de balises qui existent, de l'utiliser à bon escient. Par exemple, si vous avez une durée ou un temps, d'utiliser les balises adéquates pour, par exemple, une abréviation, comme on peut avoir par exemple ici. Vous pouvez également le faire. Vous pourrez tout à fait, alors, si bien sûr vous avez un intérêt à ce que la personne puisse avoir le détail de l'abréviation, ça va de soi, d'accord. Donc par exemple, vous mettez description de la description de l'abréviation. Donc en fait, ce que ça veut dire, donc hypertexte markup language, si on parle de HTML. Voilà, on pourrait même faire pareil pour CSS avec Cascading Style Sheet. Et ensuite, vous ajoutez, vous voyez, un petit peu de sens à ce niveau-là. Donc
Donc là on peut rajouter, alors par contre il m'a mis, oui c'est parce que j'ai dû faire des bêtises, oui, je sais pas pourquoi j'ai mis un A, voilà, comme ça on peut ajouter un petit peu de sens ici. Donc pas mal de choses, là bon le texte en évident, même si on n'a pas trop l'impression qu'il est mis en gras par rapport au reste, mais ça à la rigueur on peut se poser la question de la mise en forme, donc du CSS, ce qu'on verra juste après. Donc on utilise les bonnes balises et on s'assure comme ça qu'il n'y a pas de problème, d'accord, en tout cas qu'on donne du sens un maximum à ce qu'on a. Autre exemple possible, alors je vais commenter celui-là pour le moment, hop, on va faire au fur et à mesure, je vais aller assez vite hein, pour le reste, prenons cet exemple-là, voilà, par exemple pour faire la différente, le squelette si on veut, le gabarit de notre site web, on pourrait, et en tout cas à l'époque c'est surtout ce qui se faisait, utiliser des balises, des contenus de type bloc, donc en utilisant notamment la balise div, et à partir de là on peut obtenir comme ça les différentes sections, finalement les différentes parties de notre site web, et après bien sûr avec CSS, on met tout ça en place comme on veut pour faire la mise en page, comme vous le savez le faire normalement. Bien sûr ici, c'est ce qu'on faisait à l'époque quand on n'avait pas de balises structurantes, et avec les évolutions du langage HTML, des nouvelles balises ont été introduites pour pouvoir ajouter davantage de sens. Parce que là, encore une fois, même si vous utilisez des identifiants ou des classes précis, ça va servir pour CSS, donc pour la mise en page, mais au niveau du fond, au niveau de la structure, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque finalement une div, je pourrais mettre tout n'importe quoi. Rien ne m'empêcherait par exemple de mettre ce paragraphe également dans un bloc div, et pour autant, voilà, ça en ferait pas une en-tête, un pied de page ou autre. Donc l'avantage des balises structurantes, notamment ici la balise header, quitte à bien sûr utiliser un identifiant par la suite ou une classe hein, si on veut, voilà, après en CSS faire des choses sur ce type d'en-tête précis, eh bien donne du sens, davantage de sens finalement et de sémantique encore une fois au contenu que nous avons ici. Pareil là, éventuellement, si on considère que c'est la partie principale, on peut faire ça dans une balise main, une balise section, ce qu'on veut. On peut avoir une balise aside, article, j'en ai abordé pas mal dans le cours aussi. Et là, bien sûr, la balise footer qui est faite pour ça. Et pareil à la rigueur, on pourrait dire voilà, qu'on a un identifiant ici. Bien sûr, avec des classes explicites, mais bon, ça je vais pas insister là-dessus, on l'a déjà parlé dans le cours, donc on va pas revenir sur ce point précis. Et automatiquement, on améliore encore une fois l'accessibilité de nos pages. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, ne soyez pas, on va dire là-dessus, laxiste à ce niveau-là. Soyez rigoureux un maximum dans les balises, le choix des balises que vous utilisez pour la conception de vos pages web. Très important. Autre point, alors je vais enlever au fur et à mesure hein, ce que j'ai abordé, ça va alléger la page, ça va pas de mal. Voilà. Point par exemple sur les images, rapidement, j'avais dû en parler aussi légèrement au niveau du cours, mais là, bon, c'est l'occasion de faire un rappel et d'aller un petit peu plus loin ici. Prenons cet exemple ici, où je vais afficher différentes images, et là évidemment, alors, ça va pas trop, on va dire, ici, vous concerner, on va dire, directement, d'accord, l'accessibilité. Alors là, évidemment, il y a un petit problème de mise en forme, mais ça, on va le voir très rapidement après avec CSS. Mais le problème qu'il pourrait y avoir, simplement, c'est pour certains utilisateurs, eh bien, si l'image ne s'affiche pas ou si simplement ils utilisent un outil, imaginez quelqu'un par exemple qui est aveugle, tout simplement, qui a besoin d'utiliser une synthèse vocale, évidemment, le visuel de votre image, ça ne va pas lui apporter d'informations, quelle qu'elle soit. Par contre, le fait qu'il y ait un texte qui peut être lu ensuite par un lecteur, d'accord, un lecteur au niveau ici de votre page, là va avoir de l'intérêt. Ici, encore une fois, on a des simples images telles quelles et on n'a pas en fait un texte alternatif pour finalement compenser par exemple un manque de l'image, que ce soit simplement parce que l'image ne s'affiche pas ou parce que on a un utilisateur avec un handicap qui ne peut tout simplement pas la voir ou qui la verrait un peu mal. Donc à ce moment-là, on utilise ce qu'on avait vu dans le cours, l'attribut alt pour alternatif, et même si votre image par exemple est visuelle, bien qu'on pourrait dire bon, que ce qui est, on va dire, seulement visuel devrait plutôt être géré avec CSS et pas avec HTML, mais bon, c'est pour le détail, vous pouvez toujours à minima, tout le temps, eh bien, ici utiliser l'attribut alt avec une valeur vide. C'est, on va dire, le strict minimum, encore une fois, à utiliser si par exemple vous avez des images juste visuelles et que vous n'aviez pas malheureusement géré ça avec CSS, mais directement dans HTML. En revanche, si vous avez besoin que cette image apporte une information utile au reste bien sûr du contenu de votre page, et bien à ce moment-là vous pouvez légender. Donc là, voilà, image par exemple d'un couple au bord de mer, lors d'un coucher de soleil. Et là, vous apportez une information. Passons encore une fois, quelqu'un qui ne voit pas l'image aura donc les outils qui va utiliser, donc des logiciels, ils utilisent des programmes par exemple pour faire de la lecture automatique ici, et bien ce texte pourra être lu, et il aura donc une audio description de l'image qu'il ne peut pas voir. Et c'est super important, surtout si l'image en question doit apporter une information pertinente
au reste de votre page web. Donc très important d'y penser, si vraiment vous voulez juste une image pour visuellement apporter quelque chose en plus à votre page, pensez à minima à faire ceci. Ça évitera tout simplement, ce que si je dis pas de bêtises, que les systèmes justement de lecture lisent par exemple le chemin. Parce qu'il me semble que par défaut, si vous ne le mettez pas, c'est le chemin ici qui sera lu par la voie de synthèse. Et vous imaginez une voie de synthèse qui vous dit img/couple.jpg, ça n'apporte aucune information, ça sert à rien. Le fait d'indiquer ça permettra en fait de ne rien lire et donc finalement d'ignorer votre image qui servait peut-être juste de visuel et qui finalement n'apporte absolument rien, d'accord, n'apporte pas de sémantique particulière ou de sens particulier à la page, en tout cas pour la personne qui navigue sur votre site. Voilà, on pense un petit peu à tout ça, c'est très très important aussi au niveau de nos médias. Petit point aussi qui pourrait servir, c'est au niveau des formulaires. Voilà, c'est important de parler aussi des formulaires. Ça, je vais le garder, je vais pas le supprimer tel quel. Bon, moi, mes images, elles apportaient rien, donc j'ai rien mis de légende, parce que c'est pour l'exemple, même si on s'en servira un petit peu après tout à l'heure pour CSS. Au niveau des formulaires, voilà, là, ça peut être pas mal utile. Petit point particulier auquel on ne pense pas et qui est mine de rien très important et qui ne va pas vous coûter beaucoup de temps en plus, c'est de penser à gérer la navigation des formulaires. Certaines personnes ne peuvent pas utiliser de souris. Vous voyez, ça peut sembler bête parce que quand on ne souffre pas de handicap, eh bien ça nous semble naturel d'utiliser la souris de clavier. On a cette habitude-là. Comprenez que, et n'oubliez, prenez en considération le fait que des personnes ne peuvent pas utiliser tout simplement de souris. Et dans ce cas-là, ils doivent pouvoir naviguer exclusivement avec le clavier. Même si généralement, d'accord, la navigation au clavier dans un formulaire est plutôt bien gérée. Regardez là par exemple, je fais ça, je fais Tab, et vous voyez que ça passe d'un champ à l'autre, et même le bouton OK, je peux utiliser la touche Entrée pour valider le formulaire. Le problème c'est que là, s'il y a des champs un petit peu mélangés, puisque une page peut être très riche et donc très complexe dans son arbre, dans son arborescence, pour éviter tout problème, imaginez par exemple qu'on passerait du champ là à par exemple un titre en haut de page, ce qui serait évidemment très très embêtant pour un système automatique ou quelqu'un qui navigue au clavier, et bien vous pouvez vous assurer du bon ordre finalement des différents champs d'un formulaire en utilisant le petit attribut tab index qu'on avait peut-être déjà abordé en vidéo, mais de toute façon on fait un rappel aussi là, et vous définissez l'ordre que vous voulez, en disant par exemple celui-ci c'est le premier champ de formulaire, donc même si vous voyez que par défaut ça avait l'air d'être mis dans le bon ordre, mais encore une fois, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'on fait en sorte que tout soit accessible, on génère le différent ordre qu'il y a ici. Et d'ailleurs en réalité ça devrait être 4, vous voyez, 3, et en fait ici on a, c'est lui, parce que je l'ai mis à côté exprès, 2. Voilà, donc ça ne rajoute pas grand chose en termes d'écriture, et au moins on est sûr à ce moment-là qu'on aura un bon ordre au niveau de la navigation. Voilà, nous qui utilisons, personnellement, moi j'utilise la souris sur un formulaire, donc forcément, on va dire que on va pas forcément se rendre compte de ça, mais comprenez que pour des gens qui se servent exclusivement du clavier, c'est super important d'avoir une navigation correcte au niveau du clavier et au niveau des différents ici champs utilisateurs pour un formulaire. Ok, donc on a fait un peu le tour là-dessus. Alors ça, je reviendrai pas, j'ai rien à dire de plus en particulier là-dessus, donc je peux l'enlever. Au pire, bon, je récréerai un formulaire si vraiment j'avais besoin, mais normalement c'est bon. Je vais par contre remettre le titre quand même. Hop. Donc on a un petit titre à la page. On avait le titre en haut. Oui, ok. Voilà, donc ça c'est le principal. Je pense qu'au niveau structure, j'ai fait le tour de ce qui me semblait essentiel. Alors bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Je vous donnerai de toute façon à la fin la page officielle sur les standards, tout ce qui est lié à l'accessibilité, qui est issu du site W3, donc le consortium encore une fois. Et là, je reviens vraiment sur l'essentiel. Je vous dis, au niveau accessibilité, on peut vraiment aller beaucoup plus loin finalement de manière avancée. Mais là, on se concentre sur l'essentiel qui devrait être automatique en fait quand vous écrivez des pages web. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Concernant cette fois-ci la mise en forme, concernant CSS, on a quelques points très importants qui là, généralement pour les utilisateurs, les développeurs web, sont un peu plus respectés dans l'ensemble, je trouve, simplement parce que ici, on se dit après tout, le texte est écrit donc ça va très bien, et on remarque bien que visuellement parlant, quand vous mettez certaines balises, à moins d'appliquer un style CSS particulier, ça n'a rien changé, d'accord. Le fait par exemple, vous avez vu de mettre un alt ici, vous n'avez vu aucune différence au niveau de l'affichage ici en particulier. Pourtant, on a dit que ça avait vraiment un sens d'utiliser ces choses-là, et surtout en termes d'accessibilité, ça a son importance. CSS, les gens sont déjà un peu plus attentifs parce que ça produit un résultat visuel, et évidemment, les gens, quand ils font une mise en page, les développeurs, ils veulent le visuel qu'ils ont voulu mettre en place, avec la bonne, on va dire, le bon agencement, la bonne mise en page au niveau des différents éléments, les bonnes couleurs, etc., les bonnes dimensions. Donc généralement les gens sont un petit peu plus consciencieux à ce niveau-là, font un peu plus attention.
Pour autant, c'est bien de rappeler aussi quelques règles simples, mais qui sont importantes à suivre par rapport à ça. À commencer par exemple pour la taille du texte en fait, tout simplement le fait en fait de pouvoir rendre le texte lisible, notamment quand vous passerez sur des plateformes mobiles. Donc on va parler un peu plus en détail après du responsive, on fera un petit point là-dessus, mais évidemment, comprenez que sur un PC vous pouvez avoir une certaine taille, et il est bien aussi de penser que des gens peuvent consulter ça sur mobile, et même utiliser le tactile, et le texte doit être lisible. Alors c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, ne faites pas attention moi à la taille du texte ici précisément, puisque ma page est zoomée, donc évidemment sur un carré, le texte serait pas aussi gros que ça. Mais bien sûr, dans un cas, bon, si je remettais à 100%, on verrait que, alors du texte, par contre le texte je l'ai évidemment enlevé, il est où? Il est là, on va le remettre en fait. On peut décommenter tout ça maintenant. Comme je vous ai, on a fait le tour de ce qu'il y avait avant. Voilà, donc si je remets encore une fois en taille réelle pour la vidéo, vous voyez que c'est très petit, ça, bon, niveau accessibilité, sachant que là on est sur, pour le coup sur une résolution sur un PC, c'est très petit, d'accord. On peut largement quand même avoir un texte un peu plus grand pour un ordinateur, parce qu'on va pas forcément avoir on va pas être à 30 cm de l'écran, enfin, tout si, mais on va pas, je veux dire, être juste devant notre écran non plus, être plus aussi proche par exemple qu'on peut l'être des fois sur un mobile. Donc on va adapter les différents textes, donc ça a son importance, de faire attention un petit peu à la taille du texte que vous avez sur vos différentes pages. Donc essayez de faire différents tests sur différents supports pour voir si ça va bien à ce niveau-là. Une fois qu'on a parlé de ça, il y a bien sûr les couleurs aussi, c'est très important, notamment les contrastes. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur tout ce qui est colorimétrie, éventuellement bon, c'est des choses que vous trouvez ou que vous retrouverez, ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo, sur d'autres formations de la chaîne, hein, tout ce qui concerne l'infographie et compagnie. Et on va avoir des points importants sur, alors le contraste pour faire simple ici au niveau du web, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement les couleurs que vous avez entre la couleur de fond, d'accord, la différence entre la couleur de fond et la couleur au premier plan. Par exemple ici ce texte, même si c'est sur un fond noir, mais si je le fais simplement pour moi personnellement au niveau de la vidéo, mais si j'avais fait sur un fond blanc bien sûr, je vais faire en sorte que le texte sur un fond blanc ressorte bien, d'accord, qu'il y ait suffisamment de contraste pour qu'on n'ait pas l'impression en fait que les deux couleurs se mêlent ou soit trop flashy ou effectivement gêne la lecture directement. Là tout de suite, on se rend compte que ce petit lien que j'ai mis pour exemple, lui par exemple, voilà, en l'occurrence, n'a pas, on se rend bien compte que la couleur ne va pas du tout, et c'est juste pas lisible. D'accord, là, voilà, à moins de regarder de très près, on voit pas vraiment ce qui est écrit. Donc première chose, évidemment, surtout quand on a des styles appliqués par défaut, c'est de commencer peut-être à régler les différentes couleurs en fonction de ce que vous voulez. Donc là, bon, ça reviendrait tout simplement à faire ceci, mettre en évidence le lien, parce que c'est pareil, c'est important de mettre dans la mise en forme en évidence une partie cliquable du reste d'un simple texte. Donc ici, si on s'occupe déjà de la couleur, on pourrait par exemple partir sur un... Alors moi je vais faire un truc qui ressort un peu plus au niveau du noir. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. On va faire ça comme ça. Voilà, je prends... Comme j'ai bon là pour le coup j'ai un fond noir, donc je prends un texte qui ressort et qui peut changer. Alors là on pourrait par exemple presque se dire que finalement le jaune est un peu trop proche du blanc. Vous voyez, au niveau contraste on pourrait chipoter en se disant bon là ça met pas forcément bien en évidence, même si le lien pour le coup est souligné contrairement au texte. Mais vous voyez ici au niveau contraste, surtout bon là sur un fond noir qui fait ça demande plus d'efforts à nos yeux sur un fond noir pour lire que l'inverse quand on est sur un fond blanc. Il y a moins d'efforts à faire au niveau de notre iris et de la pupille surtout. Donc là, automatiquement, on pourrait éventuellement changer davantage et apporter un peu plus, peut-être apporter un contraste un peu plus mis en évidence. Voilà, à la rigueur un peu plus comme ça passerait déjà un peu mieux. Parce que là, comme c'est vraiment pour le coup, un quasi blanc, forcément, si on a quelque chose qui se rapproche qui est dans des valeurs hautes, on aura un texte trop clair au niveau des liens qui ne sera pas forcément visible, d'accord, au niveau de la distinction par rapport au reste. Donc ça, c'est à vous de voir. Encore une fois, de toute façon, il y a d'autres vidéos où j'aborderai tous ces principes de colorimétrie bien en détail sur les aspects théoriques ou autres, pour voir un petit peu comment en fait on vérifie les différents contrastes entre deux couleurs, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas. Donc tout ça, bien sûr, c'est des aspects techniques aussi, ça se fait pas au pif, ou juste comme ça, ou juger comme je peux le faire ici. On peut éventuellement, bien sûr, utiliser des différents outils et avoir, bien sûr, des bases théoriques pour avoir quelque chose de clair. Donc par exemple, ça peut être sur la couleur vous avez par exemple un bouton avec un texte quasiment de la même couleur, et pareil, selon ce qu'on peut faire, on a différents contrastes pour s'assurer d'avoir quelque chose de visible. Donc voilà un petit peu des points sur lesquels il faut être attentif également.
Alors puisqu'on parlait des liens, il y a aussi une chose importante, parce que là par exemple, bon, ce lien ne marchera pas, mais si je clique sur ce lien, vous voyez qu'il n'y a pas eu de changement. Pourtant c'est important aussi pour certains utilisateurs, encore une fois en termes d'accessibilité, et de mettre en évidence le fait déjà d'avoir un lien, c'est une chose, le fait aussi d'avoir un moment donc le lien quand on passe la souris, donc ça c'est quand on utilise la souris, ou aussi quand on a le focus sur un lien, donc encore une fois le fait de passer par le clavier, et aussi le fait quand on a visité un lien, d'accord, c'est-à-dire qu'on sait qu'on s'est déjà rendu sur ce lien, qui fait donc que la page en question est enregistrée dans l'historique de navigation, puisque si vous supprimez la page de l'historique, eh bien le lien redeviendra en non visité, en gros, et bien on peut mettre en évidence tout ça. Donc là, très rapidement, je ne vais pas le faire pour tout, ça on l'avait déjà vu un petit peu. Vous avez, je vous rappelle, en faisant ceci, ici la possibilité de gérer le lien au survol de la souris. Pour le focus, c'est tout simplement ceci. Et quand le lien est visité, c'est tout simplement ceci. Donc là, normalement, si je fais color et puis que bien sûr je change ça par une autre couleur, on va faire, ce ne sera pas très clair, mais c'est pour que vous voyez la différence. On aura, hop, d'accord, il a dézoomé. Voilà, comme ce lien a été visité, il est en rouge, parce qu'il est dans mon comment ça s'appelle, dans mon historique de navigation. Par contre, si là je me mets à mettre un nouveau lien, comme il n'aura pas encore été parcouru, il sera en jaune. Je vais y arriver, décidément. Ah non, il n'est pas en jaune, parce qu'il a été... attendez. Visiter, pourquoi il le met comme ça? Ah bah oui, visiter, ce que c'est, j'ai pas mis de chemin ou lien forcément. Oui, donc oui, c'est visiter, puisque, vous voyez, j'ai pas mis de chemin. Donc en fait, il charge, il vient sur cette page-là. Donc il faudrait que je mette une autre page, mais comme j'ai pas fait d'autres pages HTML, voilà. Mais en gros, évidemment, quand vous mettez des vrais liens, pas comme je l'ai fait ici, eh bien un lien non visité sera ici en jaune, comme je l'ai mis. Et dès qu'on va avoir visité le lien qui sera dans l'historique de navigation de votre navigateur web, eh bien à ce moment-là, il prendra une autre couleur par rapport à ce que vous avez précisé dans ce type de sélecteur. Donc très important aussi de gérer ça. Pour le focus également, on peut le gérer pour le survol. Il faut y penser. Bon, généralement, les gens le font au moins pour l'affichage du lien par défaut et quand on survole la souris. Mais vous voyez, encore une fois, oublie les utilisateurs qui passent exclusivement au clavier et que ne le verront pas forcément. Ça peut concerner également l'utilisation d'outils tactiles, parce que l'outil tactile, en plus, vous utilisez généralement vos doigts. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous n'avez pas de survol de souris, d'accord? Parce que généralement, vous mettez le doigt dessus. Alors si vous laissez le doigt appuyé, ça fera comme en fait un survol. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur les appareils tactiles. Et par contre, si vous faites, vous tapotez effectivement le lien, ça clique dessus. Donc à ce moment-là, ça a la même action qu'un clic de souris. Ok, donc on a comme ça différents points à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on peut également aborder? Ah bah tiens, alors, je viens de penser que le formulaire, j'avais pas forcément... Alors les formulaires, bon je vais pas les réécrire mais parce qu'on l'avait vu aussi dans le cours, mais vous saviez, quand je vous avais montré qu'on pouvait lier, donc pareil pour les gens qui passent au clavier, une étiquette, donc le fameux label, à un champ de formulaire. Donc en fait, vous utilisez donc la balise label, avec donc associé à votre champ, donc dans une balise input, et vous mettez un identifiant identique au label, donc l'étiquette, avec votre champ. Ça permet comme ça de montrer, de lier, donc pareil, ça c'est important pour les systèmes de lecture automatique, et bien un texte qui décrit en fait ce qu'on doit mettre dans le champ. Par exemple, dans votre étiquette c'est marqué identifiant, et le champ, c'est là où on doit saisir l'identifiant, et vous mettez le même ID, donc l'attribut ID, vous mettez la même valeur pour l'étiquette et le champ de texte. Donc on l'avait déjà fait de toute façon dans le cours pour la vidéo sur les formulaires, mais je le rappelle ici rapidement, pour savoir bien sûr que ça fait partie également de l'accessibilité. Je veux dire, pour les gens qui n'ont pas de handicap en particulier, on pourrait s'en passer, mais si on veut rendre un maximum nos pages web accessibles, ou pour ceux qui passent notamment par l'utilisation du clavier, parce qu'à la rigueur on peut se servir exclusivement du clavier sans forcément avoir de handicap, et bien évidemment on peut mettre en place toutes ces solutions là également. Bon, on a fait pas mal le tour sur plein de choses en soi. On a fait ça. Je pense que de toute façon... Ah oui, les images, c'est pour... Oui, c'est ça que je voulais garder. Excusez-moi, pourquoi j'ai gardé les images? Oui, parce qu'on veut faire justement pour question pour le mobile, c'est-à-dire pour tout ce qui est accessibilité sur un autre support. Donc là, effectivement, même sans être sur mobile, on voit qu'il y a un petit problème au niveau de l'affichage, et à la rigueur, si je fais ça, on voit pareil que la résolution n'est absolument pas adaptée, et ça c'est déjà problématique, encore une fois, pour tout utilisateur. Alors en plus, si la personne a un handicap, ça peut être d'autant plus dommageable à ce niveau-là. Donc on peut gérer ça pour avoir une résolution adaptative. On
plus, bon, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, on va pas parler de tendance, c'est même pas une question de tendance, c'est juste que ça fait partie des évolutions majeures qu'il y a eu dans le web, et évidemment, ça fait partie de l'évolution de tout ça et finalement de l'actuel, hein, de ce qui se fait actuellement au niveau web, et qu'on peut adapter. Donc si je veux par exemple adapter mes images à ce niveau-là, strict minimum, même si on en avait déjà un petit peu parlé, il suffirait simplement de gérer tout ça. Donc par exemple se dire, bon mes images peuvent avoir une taille maximale, hein, donc je sais pas si elles sont dans un... Donc que l'image ne puisse pas être plus grande que la taille qu'elle fait réellement, hein, sinon là, en fait elle zoomerait, et évidemment surtout sur une image qui n'est pas vectorielle, vous la verrez petit à petit se pixeliser. Donc on pourrait parfaitement faire ceci, et ensuite là vous mettez une hauteur évidemment automatique pour que cela garde en fait les proportions de votre image, et on pourrait gérer ça à ce niveau. Donc là l'avantage c'est qu'on ne dépassera pas le conteneur, d'accord, ça occupe 100% du conteneur, donc ici moi le body, et automatiquement il n'y a pas de problème pour les images. Celles-ci sont volontairement plus petites, hein, j'avais mis des images un peu plus petites, et bien sûr si on redimensionne, et vous voyez qu'on a pu, voilà, ici alors, on doit avoir un problème par contre pour... Attendez, j'ai mis max width, oui c'est ça. Ah oui, parce que c'est lui qui est en... J'allais dire pourquoi ça fait ça, oui c'est ça. Qui n'est pas à 100%, donc on va faire max width pour ça. Et bien sûr de dire que sinon on a une largeur de toute façon de 100%, donc une largeur adaptative. Donc ça c'était pas pour l'image, mais pour la page en particulier. Donc j'actualise, voilà, donc pas de problème ici. Et là, hop, on va... Comme vous voyez, donc les images vont s'adapter, hop, et on garde les proportions, bien sûr, comme j'ai mis la hauteur en automatique, ça évite de déformer les images, donc on garde les bonnes proportions des images à ce niveau-là, la bonne résolution. Comme ça, on a quelque chose de nickel et qui s'adapte aussi. Donc après, le texte, on peut gérer tout un tas de choses. Donc je vais pas revenir sur le fait qu'au niveau de la mise en page, on peut aussi bien sûr mettre les marges comme il faut. Par exemple, là, vous voyez que le texte est peut-être trop proche du bord de l'écran. Le texte est peut-être trop grand, trop petit, ça c'est à vous de voir à ce niveau-là. Ça, on peut aussi le revoir si on était sur une résolution mobile. Donc bien sûr, tout ceci est adapté en conséquence. Et on l'avait vu notamment dans le cours avec les Media Queries. Je vous avais montré comment gérer, de changer en fait, d'appliquer des propriétés CSS en fonction de la résolution de votre écran. Donc tout ça on l'a déjà vu dans le cours, je l'ai beaucoup détaillé, bien sûr je ne reviendrai pas dessus, mais ça fait partie, ça va de soi, de l'accessibilité web. Donc c'est très important aussi. Ok, on a, je pense, tout ce qu'il nous faut ici. De toute façon, j'avais mis les exemples que j'avais, hein, tout était là, donc ça c'est bon. Je vais pouvoir l'enlever aussi. J'aurais pas utilisé toutes les images, mais c'est pas grave. On va télécharger un petit peu plus pour les différents exemples. Et dernier point pour ce tutoriel, un point, donc on va dire que ça, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, c'est vraiment l'essentiel, c'est le plus important, c'est le strict, j'ai envie de dire, minimum à voir. Et on va terminer sur un dernier point avec l'ajout d'informations supplémentaires au niveau, bien sûr, de ce que vous allez marquer dans votre code HTML, et qui servira bien sûr pour, pareil, tous les outils, par exemple, lecteur automatique, etc., synthèse, pour justement les personnes qui peuvent souffrir d'handicap et qui vont servir ici au niveau de l'accessibilité. Pour ça, on va utiliser, alors, déjà avant de devenir ça, rapidement, voici la page, donc bien sûr sur tout ce qui concerne les standards d'accessibilité du W3C, par le consortium. Donc vous avez, alors, vous pouvez bien sûr, si on fait une recherche, soit en reprendre le lien qui est ici. En plus vous voyez que c'est en français, vous pouvez traduire ça en français, et vous avez tout, et bien sûr davantage de choses que je vous ai expliqué, parce que vous imaginez que si j'avais voulu vraiment aborder de manière exhaustive le sujet, on pourrait faire une formation complète, de 25 vidéos, voire plus, pour parler vite fait, on va dire en surface, de toutes les solutions possibles par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a plein d'autres technologies, plein de standards et même des outils qui sont d'ailleurs pas encore forcément, on va dire, pris en charge par l'ensemble des navigateurs, parce que c'est en constante évolution, et bien sûr il faut que les navigateurs suivent, automatiquement se mettent à jour en fonction de tout ça, et ça va très vite, ça ne s'arrête jamais, donc il faut que tout soit géré en conséquence. Pareil, vous avez remarqué que je n'avais pas parlé ici de JavaScript précisément, parce que l'accessibilité peut concerner JavaScript, donc ce qui aura un intérêt peut donc être utilisé tel quel, parce que si vous l'utilisez côté client, bien sûr, ça a son importance là, donc ça suit un peu les mêmes règles que HTML, CSS, surtout HTML puisque c'est beaucoup ici de la structure, et après si c'est côté serveur, là c'est différent encore, parce qu'on est sur de la programmation à proprement parler. Donc là beaucoup de choses, et je voulais terminer donc avec ceci, voilà, qui est un autre, donc Accessible Rich Internet Application, et là vous allez avoir, et c'est un terme que certains ont déjà vu, c'est fameux, donc on va voir un peu, on a des attributs
area, d'accord, area, et on va retrouver différents attributs, d'accord, qu'on va pouvoir utiliser au niveau de notre code. Alors petit point très important, parce que ça des fois je le voyais aussi, il ne faut pas en abuser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir tendance après à vouloir en mettre partout. C'est-à-dire dès qu'ils vont avoir fait des balises, ils vont utiliser l'attribut aria à toutes les sauces, partout, 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 partout. Je rappelle, encore une fois, et ça a vraiment son importance pour le coup, que HTML prévaut, d'accord. Le HTML en fait dit, on va dire natif, d'accord, tel que vous écrivez, eh bien va forcément passer prioritaire par rapport à tout ce que vous écrivez. Donc si vous vous contentez déjà de faire tout ce que tous les conseils que j'ai pu vous donner jusqu'à présent dans la vidéo, et bien déjà vous aurez fait une grosse partie du travail. Par contre, si vous avez besoin en fait d'apporter de l'information supplémentaire et que vous estimez que vous jugez à titre personnel que c'est pertinent pour ce que vous avez, et bien vous pourrez effectivement utiliser ces différents attributs que je vais vous montrer comme ça assez rapidement, parce que pareil, il y en a tellement qu'on ne va pas venir dans le détail sur chacun, mais qui peuvent servir. Alors, ces différents attributs, parce qu'on va en trouver beaucoup, parce que vous voyez que la page est très très longue, on en a beaucoup, alors on en a notamment ici. On va retrouver beaucoup des attributs liés au rôle, c'est-à-dire par exemple à quoi sert la balise, dans quel contexte en fait cette balise a été utilisée, pourquoi faire, en fait, dans quel sens, ok. On va avoir la propriété, ce qui va donner en fait une signification supplémentaire à la balise en question, qui je vous rappelle englobe forcément un élément, une information précise dans votre page, et on va avoir éventuellement l'état. L'état, c'est par exemple sur un élément qui pourrait changer. Donc de dire dans quel état il se trouve actuellement, ça peut être une barre de progression, ça peut être par exemple un sélecteur de couleurs, voilà, je cherchais le mot, pour dire voilà dans quel état c'est. Et si on estime que ces informations-là vont servir justement aux gens qui ont besoin d'accessibilité sur les différentes pages que vous écrivez, alors à ce moment-là, l'information peut avoir son intérêt. Alors, l'exemple qui me semble le plus parlant, et c'est dommage pour le coup que je l'ai enlevé, mais c'est pas grave, c'est par exemple sur les formulaires. D'accord, sur les formulaires, on pourrait avoir... je vais le refaire, c'est pas grave. Hop, ici. Donc là, je mets rien, encore une fois, c'est pour l'exemple. Avoir donc un petit formulaire où on fait simplement un petit module de recherche. D'accord. Donc je fais un input ici. Pareil, je ne suis pas revenu là-dessus, mais vous savez qu'au niveau des formulaires, on a vu qu'il y avait plusieurs champs de texte différents qu'on pouvait faire, c'est-à-dire pour les numéros de téléphone, pour un nombre, pour une adresse email, tout ça. Et surtout sur mobile, c'est important et c'est intéressant, et je vous l'avais dit dans le cours, parce que ça va adapter le clavier qui est utilisé. Si vous laissez tel quel, ça utilise le clavier standard. Si vous mettez email, ça va utiliser un clavier spécialement pour les adresses, donc ce sera plus facile de faire l'arrobase. Et si vous utilisez la valeur pour l'attribut type pour les téléphones, et bien là vous aurez un clavier numérique et ça pourra directement permettre de rentrer un numéro. Donc bien sûr, je ne l'ai pas redit parce que je ne veux pas toujours tout répéter, mais ça fait partie aussi des choses au niveau accessibilité qui ont leur importance et qu'il faut utiliser. Encore une fois, renseignez-vous toujours sur les différents attributs des balises que vous employez pour voir, parce que surtout qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sont ajoutées. Encore une fois, HTML, CSS évolue constamment, donc n'hésitez pas à utiliser ce qui est pris en charge évidemment dans les navigateurs et voir un petit peu comment les choses évoluent, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est nouveau, tout simplement, les nouveautés qu'il y a. Alors là, donc je pourrais faire ceci, et là par exemple, je pourrais faire un aria label, et vous voyez d'ailleurs que généralement quand vous avez un petit éditeur de code qui propose l'autocomplétion, et je peux directement les avoir ici, et ici simplement pour préciser, par exemple, effectuer une recherche. Et même mieux, effectuer une recherche sur le site, voilà, ou sur cette page, on pourrait faire quelque chose comme ça. Et ça, ce sont des outils, les gens qui utilisent justement des logiciels, des solutions qui vont, encore une fois, vraiment analyser, donc ça peut être encore une fois un lecteur, ça peut être une synthèse vocale ou autre, vont se servir de ces informations, si bien sûr ça peut apporter, encore une fois, quelque chose de pertinent, d'accord, au niveau de ça. Donc là, l'avantage, bien ici, ok, nous on a précisé à HTML ici qu'on voulait créer un champ de type recherche, pas de problème. Par contre, en soi, si je faisais un champ de texte normal, ça pourrait être la même chose. Je pourrais très bien utiliser un champ de texte de type texte, ici, où je mets texte, comme ceci, et sans information autre, on ne pourrait pas savoir, avec un outil de lecture autre, qu'il s'agit d'un champ de recherche. Le fait de préciser ça, on donne du sens, on apporte une information supplémentaire, justement à ce champ-là. Donc on apporte en fait ici, pour le coup, alors je pourrais utiliser, je pourrais faire directement le rôle, donc on pourrait utiliser des attributs comme ça, role, pour indiquer en fait le rôle précis du champ. Mais ici, label c'est pas mal, même si normalement en réalité je devrais le mettre peut-être directement sur la balise d'étiquette, mais je n'en ai pas fait ici, donc je l'ai pas indiqué directement.
Donc vous avez comme ça plusieurs attributs, et là, encore une fois, il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis je peux pas tout vous énumérer, ça servira à rien. Je veux dire, je suis pas une documentation, hein, c'est pas mon rôle de vous énumérer chaque chose une à une et puis de vous montrer. Donc là, pour le coup, il faudra vraiment vous renseigner. Il y en a plein qui, bien sûr, que vous n'avez pas forcément besoin d'appliquer, d'utiliser partout, mais vous allez retrouver vraiment pour chaque chose. Vous voyez, même pour formulaire, on peut, par exemple, ici, utiliser notre balise forme. Donc on vous montre en fait, par exemple, ici que ça sert sur ça, d'accord, dans le contexte ici de l'utilisation d'une balise forme. Et bon, on peut utiliser pas mal de choses, d'accord. Donc par exemple, s'il y a des contrôles, on peut indiquer par exemple si par défaut, donc là vous voyez c'est un attribut d'état, hein. C'est pour ça que je dis il y avait 3 cas, hein, le rôle, comment dire, les informations supplémentaires et puis l'état. Et bien ici ça peut indiquer par exemple voilà, que le formulaire est caché par défaut. Donc label, si vous voulez décrire. Donc ici je pourrais tout à fait ici le mettre pour indiquer que c'est tout simplement alors c'est vrai que ça fait bizarre d'utiliser le terme de formulaire pour la recherche, mais pourquoi pas, formulaire de recherche sur le site. Et puis après ici, voilà, indiquer simplement critères de recherche. Et on pourrait être encore plus précis. Donc encore une fois, il faut que vous jugiez ça pertinent. Si cette information vous estimez que ça va rien apporter de plus et que par défaut tout ce qui avait décrit se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin. D'accord. Encore une fois, le HTML natif tel quel en tout cas se suffit à lui-même. Par contre, si ça peut apporter une information qui n'est pas donnée avec le reste, c'est tout à fait utile d'utiliser ce genre d'attributs à l'endroit où vous estimez bien sûr qu'ils ont de l'importance, et ça peut servir à ce moment-là. Donc là vraiment, vous verrez, vous pouvez l'utiliser sur plein de choses. Vous voyez, sur une div, une balise div, span, on peut l'utiliser vraiment sur quasiment tout. Même par exemple, vous avez un champ de type, alors je crois qu'on l'a vu un peu plus haut. Vous faites par exemple, vous utilisez la balise button, vous pourrez préciser aussi dessus, ou quand vous faites par exemple une image, vous mettez sous forme de figure. On peut vraiment le retrouver partout, même sur les images. Voilà, on vous montre un petit peu les différents attributs qui peuvent être utilisés. Donc les différents états et propriétés que dont vous pouvez vous servir sur une image pour préciser pas mal de choses aussi. Donc à voir. Voilà, on peut indiquer une description précise, on retrouve beaucoup de choses. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a des choses qui sont dépréciées, c'est-à-dire qui sont plus forcément valides avec les différentes mises à jour et versions qui sortent de ces standards. C'est pour ça qu'il faut le suivre régulièrement, parce qu'encore une fois, je peux vous dire un truc en vidéo, et puis peut-être que dans un mois ou deux, quelque chose aura été déprécié, ou une nouvelle propriété va sortir et sera donc ajoutée. Donc c'est à vous de vous mettre à jour, parce qu'on ne peut pas faire un truc qui est à jour continuellement, ça évolue, encore une fois, très vite. Voilà, par exemple, tiens là, si on veut faire un champ, si on aurait un widget de type radio, et hop, on pourra pas mal de choses aussi. Donc on a beaucoup d'informations, et encore une fois, je ne peux pas tout vous détailler précisément, mais vous pouvez vous en servir. Donc pareil, si vous ne savez pas trop, n'hésitez pas. Moi je trouve que le bon moyen aussi de voir un petit peu comment on s'en sert, alors déjà ça peut être de s'inspirer de sites ici, parce qu'on est quand même sur le site du consortium lié au web. Donc un simple petit clic droit afficher la page source, permettrait par exemple de voir un petit peu comment ils affichent ça. Voilà. Donc de voir par exemple, est-ce qu'ils s'en servent déjà, parce qu'on pourrait se dire, bon, comme ils expliquent un peu comment aux gens ce qu'il faut faire, est-ce qu'ils ont de temps en temps, ils en font usage, et de voir dans quel cas ils en font usage, dans quel cas ils ont estimé que ça pourrait être utile. Voilà, par exemple là on a une petite balise H4, donc bon, il y a une classe OK, title OK, et là vous voyez ARIA describe by, desk select, et donc on a quelques informations en plus. Je pense qu'on a peut-être un cas où ce serait un peu plus parlant, orientation. Après le problème c'est que là on est dans la doc de tout ça, donc c'est peut-être pas le meilleur endroit. On va plutôt ici, sur cette page là, ça sera un peu plus logique. Voilà, et on va sûrement en trouver aussi. Alors il y a plein d'autres choses, mais voilà. On voit donc ici ARIA as pop-up, donc ça true. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros ce bouton visiblement quand on clique dessus, ça ouvre une fenêtre pop-up, donc on peut le voir là. Et on a plein d'informations. Vous voyez ici, là, le fait que ce champ-là, cette image SVG, elle est cachée. Voilà, on a plein d'informations qui peuvent être indiquées, ou nous, ça va pas nous servir. Mais il y a des logiciels, encore une fois, pour les gens qui ont des handicaps, pour lesquels, en fait, ces informations pourront être lues ou être prises en compte. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut bien garder en tête et qui a vraiment son importance. Voilà, je pense que on a vraiment fait le tour de ce qui me semblait. Plus de 40 minutes de vidéo. Effectivement, ça fait pas mal. Il y avait beaucoup à en dire, je vous dis, j'aurais pu faire plein de vidéos dessus. Après, vous savez que j'aime bien garder une vidéo pour une thématique en particulier. Et encore une fois, le but aussi, quelque part, c'est de vous donner de l'intérêt à aller vous renseigner davantage, aller un peu plus loin, et ne pas vous contenter juste de ce que je donne en vidéo, et puis vous dire, c'est bon, je connais tout sur le sujet, et c'est terminé. On peut toujours aller plus loin, et on peut toujours voir davantage de choses, et s'intéresser, se documenter un peu plus. Comme ça, vous aurez beaucoup d'éléments. Ok,
Voilà, moi je vais m'arrêter ici en tout cas pour ce que je tenais à aborder avec vous. Point aussi, petit, parce que je pense aux médias, pareil, bah, sur un truc tout bête, en plus vous avez peut-être vu, si vous regardez cette vidéo bah, quasiment à sa date de publication, vous avez remarqué que vidéo récente, c'était une vidéo hein, pour le 1er avril, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, la vidéo ASMR notamment, vous avez remarqué qu'elle avait des sous-titres. Donc ça peut être un exemple tout bête, mais quand par exemple vous voulez afficher une vidéo sur une page, hein, avec les fameuses balises faites pour ça, hein, vidéo, etc., et bah d'ajouter des sous-titres. Le fait d'avoir des sous-titres à une vidéo, ça peut sembler bête dit comme ça, mais bien sûr, bah pour quelqu'un par exemple qui est sourd, eh bien c'est super important d'avoir des sous-titres, à commencer par des sous-titres dans la langue en fait de la vidéo. Et après, bon, si c'est des sous-titres pour traduire dans une autre langue, c'est encore autre chose, mais le fait déjà d'avoir des sous-titres de la langue originale, de la voix originale, eh bien c'est un petit plus aussi en termes d'accessibilité. Et j'en terminerai, je cherchais mes mots de fin, toujours la fin de vidéo, hein, faut réfléchir, alors comment je termine ma vidéo, parce que c'est vraiment, moi ça y est, y a pas de, j'écris pas un texte en avant sur ce que je dois dire, hein, c'est comme ça, j'aime bien le côté un peu, pas improvisé, mais le côté, voilà, on est en live, on dit pas un prompteur en gros, on dit les choses telles quelles. En tout cas, moi j'ai abordé tout l'essentiel de ce que je voulais vous décrire et détailler ici. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, hein, on pourra toujours aller davantage plus loin que ce que j'aborde en vidéo, il n'y a pas de problème, ce sera un plaisir. Surtout s'il y a des gens parmi vous qui souffrent de handicap, justement, qui sont concernés, si vous avez des questions là-dessus sur ce qui peut être fait, parce que même si vous n'êtes pas forcément développeur, vous pourriez davantage utilisateurs, c'est bien aussi d'avoir un petit peu des retours, de voir quelle est votre expérience finalement, parce que vous voyez, je vous ai pas non plus montré comment utiliser des outils qu'utiliseraient éventuellement des gens avec des handicaps, parce que bon, même si vous voulez tester, vous en trouverez plein hein, sur internet, hein, il y a plein d'outils pour voir comment on navigue sur un site quand par exemple on n'a pas le visuel, et essayez d'utiliser des outils comme ça, synthèse vocale, pour voir un peu, vous mettre dans la peau en fait de quelqu'un qui peut avoir un handicap et de voir comment est son expérience finalement de navigation. Ça peut être intéressant comme chose à faire pour prendre conscience un petit peu de tout ça. Et voilà, partagez vos retours, en tant que développeur aussi, de partager les vôtres également, et si vous avez des questions, vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, nuit, soirée selon où vous êtes, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Ciao tout le monde.